Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous retrouver pour cette émission spéciale à Vars-sur-Rosée. 13 auteurs régionaux sont présents et vont se succéder là tout au long de l'après-midi pour vous présenter leur dernier ouvrage. Nous avons aussi une très belle exposition sur l'école des années 1900 et son organisateur viendra tout à l'heure aussi nous expliquer et nous commenter ce que l'on peut voir dans notre belle salle des fêtes. Mais avant de commencer les entretiens, quelques mots sur le printemps du livre. Alors tout d'abord, je pense qu'il serait intéressant de situer Vars. Alors Vars est dans le canton de l'Isle-en-Donay. On se trouve au nord-ouest de Brive, pas très loin d'Obja. On est sur une très belle colline à la limite de la Dordogne. C'est un beau village de grès rouge où il y a presque 400 habitants. Et dans ce village, j'organise pour la 5e fois une édition qui s'appelle Le Printemps du Livre. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de vent, donc vous nous excuserez si jamais les papiers volent, ça risque d'arriver. Mais pour cela, je ne peux pas faire un salon du livre tout seul, et je suis grandement aidé par Josie Paillet de la librairie du parc d'Obja. Bonjour Josie. Bonjour Josie, merci d'être venue. Alors Josie, nous on se connaît depuis très longtemps maintenant, puisque c'est la 5e année qu'on organise cette journée de présentation et de dédicace de livres. Donc on va se tutoyer, on va pas faire de semblant. Alors Josie, peux-tu nous expliquer qui tu es, comment tu travailles et puis aussi comment tu m'aides à organiser cette manifestation aujourd'hui à Vars et les autres jours? Alors, je suis Josie Paillet, la librairie du parc à Obja. Ça fait 43 ans que je suis installée à Obja. 43 ans? Non, mais n'exagère pas quand même. Non, mais j'exagère pas. J'ai plus que 43 ans quand même. Hein. Mais bon. Et je suis quand même grandement assistée par mon esclave qui est Clémence. Oui, voilà, il faut pas l'oublier. Qui est là depuis 25 ans à mes côtés, qui m'assiste. On pourrait dire que c'est plutôt moi maintenant qui l'assiste. Donc voilà. Alors mon activité principale, c'est librairie, papeterie, jeux, des choses comme ça. Par contre maintenant, l'activité étant quand même un petit peu difficile, par les salons, par des rencontres à l'extérieur de la librairie, les cafés littéraires, des choses de ce genre. Je fais des cafés littéraires à Saint-Robert. Un très beau café littéraire qui a lieu tous les mois. Tous les mercredis le dernier mercredi du mois, voilà. Le prochain café littéraire d'ailleurs sera mercredi soir avec Pierre Lagier qui nous a fait un livre sur le secret de la Vierge Noire à Rocamadour, qui va être une très belle soirée. Donc ça, c'est mes activités principales. Et comment on est venu à faire ces cafés littéraires? Parce que moi, d'abord, je connais pas mal d'auteurs. Et puis, moi, ce que j'aime dans les rencontres comme on a fait à Vars, c'est que j'aime bien avoir des écrivains dont c'est vraiment le métier, qui sont là parce que d'abord, c'est très sympathique. On reste à taille humaine, comme tu as l'habitude de dire. Absolument. 12, 13 auteurs, c'est très bien pour Vars. Oui, oui. Et donc là, on a 13 auteurs aujourd'hui. Et surtout, voilà, ce sont des auteurs écrivains. Ce ne sont pas des saltimbanques ou des sportifs. Qui œuvrent dans différents types de romans. C'est-à-dire qu'on va rencontrer de tout. Qui font différents types de romans. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui me convient. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, Josie, évidemment, elle m'aide énormément dans la préparation de ce printemps du livre, c'est-à-dire qu'ensemble, on va sélectionner, entre guillemets, sélectionner les auteurs, sélectionner les genres littéraires, et puis, à un moment donné, voilà, on va arrêter la liste, et Josie va s'occuper de tout ce qui est intendance, de commander les ouvrages auprès des maisons d'édition, et voilà. Et donc, sans Josie, vous avez compris, je ne peux rien faire. Voilà, c'est vraiment. Et moi, sans Jean-Marie, je ne viens pas à Vars. Voilà, c'est gentil, c'est gentil. Eh bien, merci Josie de ton intervention. Bon après-midi. Merci bien, merci bien. Au revoir. Alors, après Josie, voilà, ils sont 13, ils vont se succéder et on accueille la première d'entre elles. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-France Houdard. Allez Marie-France, merci. Voilà, avec tous ces livres. Allez, elle s'installe, voilà.
Prends le micro. Bonjour Marie-France, t'as pas trop froid? T'as pas trop froid? Bon. va. Alors Marie-France, une petite particularité, c'est que Marie-France, elle écrit, hein, bien sûr, elle écrit des livres, elle écrit des ouvrages, mais aussi elle est éditrice. Alors, oui. tu nous parles, on va se tutoyer, là aussi c'est pareil, on se connaît. Tu nous parles de ce que tu fais, alors en tant qu'écrivain et puis en Oui. tant qu'éditrice? Alors, plus qu'écrivain, je suis écrivain par la force des choses, mais à l'origine, je suis ethno-anthropologue. Ah oui, Et oui, donc j'ai roulé ma bosse un peu en Algérie, au Pérou, au Guatemala? au Guatemala aussi, en Limousin. Oui, Et ce que j'essaye de faire, mon métier, c'est comprendre la façon de vivre des gens ici et là. oui, Et bien il y a beaucoup de rapprochements dans les sociétés paysannes, par exemple. c'est très enrichissant. C'est très très enrichissant pour comprendre un pays. Oui, exactement. Quand Voilà. on voyage comme ça, on s'aperçoit Les des différences, des différences, mais des ressemblances. similitudes. Exactement. Voilà, exactement, oui, oui, tout à fait. Voilà. Ouais, parfait. Et ensuite de ça, j'ai créé une maison d'édition. Voilà, Mayade. Toujours pas pour éditer des romans, mais pour éditer justement des travaux d'auteurs d'ici qui expliquent leur pays. Ils parlent de leur pays. Oui, il y a de très beaux ouvrages. En plus, c'est Aussi. une présentation absolument merveilleuse. Regardez Il y a aussi des petits livres d'art. des petits livres d'art. Regardez comme sont jolis les livres qui sont édités par les éditions Mayade. C'est Et on vraiment- essaye de les faire très documentés, Oui, c'est très 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 avec joli. une mise en page vivante. Ce Ça- sont des livres de fond, Oui. mais avec une mise en page vivante. Exactement, ça donne envie de les acheter, ça donne envie de les feuilleter. Regardez les belles images que vous avez à l'intérieur, c'est fabuleux. C'est Bravo, l'artiste oui, de oui. Creuse, Martine Puckerbronn. Oui, absolument. Et alors, Marie-France, tu me disais tout à l'heure, tu as écrit quelque chose il y a quelque temps Oui. qui s'appelle « Comprendre mon Limousin Ouais, comprendre C'est le pays limousin. ». Comprendre le pays limousin. Et je crois qu'il va se passer quelque chose après Et voilà, je l'ai Raconte-nous. écrit en 2000, 2001, 2002, réédité en 2003. Oui. Et puis sur la façon sur l'âme et l'identité limousine. Et depuis 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment, il s'est passé un engouement nouveau pour la vie dans les campagnes. Et notamment dans des régions un petit peu, je dirais pas désertes, mais plus difficiles à vivre, comme le plateau de Nivache, mais un oui. peu partout aussi. Il y a un afflux de populations jeunes et dynamiques qui veulent mener un projet. Des fois, D'accord. c'est un peu utopique, mais des fois, ça correspond à un besoin et ça renouvelle, ça peuple les écoles parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, ils sont Oui, oui. jeunes. Des fois, ça frite un peu avec la population locale parce que ça amène des façons de faire ou de voir qui sont un peu différentes. Voilà, le changement. Mais c'est un peu difficile. un renouveau et c'est un dynamique qui pousse un peu, qui booste, comme on dit aujourd'hui, le Limousin. Oui, oui. Donc ça va paraître à la fin de l'été. À la fin de l'été, donc la suite de comprendre le pays limousin. Merci Marie-France de cette Merci intervention. Jean-Marie. Bon salon, bonne continuation et on se À retrouve bientôt à tout à vous. l'heure. À bientôt. Merci. Allez. Et nous accueillons maintenant notre ami Gérard Brutus. Tiens, je te rends. Voilà. Bonjour Gérard. Allez, Bonjour. Bonjour. Donc Gérard Brutus, il est bien connu dans le pays d'Obja parce que c'est un enfant du pays. Oui, Hein, oui, il oui. revient sur ses terres. Oui. Alors, Gérard, il nous présente son dernier ouvrage qui s'appelle La Malle des oubliés et c'est publié aux éditions L'Esperluette, Voilà. qui est une petite maison d'édition à De Trégnac, mais Voilà. très dynamique. Hein. Donc, Exact. La Malle des oubliés. Alors, La Malle des oubliés, quand on voit ça, et surtout quand on regarde la couverture, on voit donc une malle dans un grenier. Mais une malle dans un grenier, qu'est-ce qu'elle contient? Et surtout, qu'est-ce que Camille va découvrir à l'intérieur de cette malle? C'est un jour sa grand-mère, donc qui habite à Limoges, qui lui dit écoute, va voir dans le grenier, il y a une malle qui date du temps de ton grand-père et tout. Va voir, moi je peux plus monter les escaliers, tout ça. Et puis Camille, elle ouvre la malle. Oh. Et dedans, elle trouve plein de trucs. Ça va d'un manuscrit, il y a des bijoux, un peu de tout. Mais le point d'interrogation, si on peut dire, c'est d'où ça vient tout ça. Et voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment marqué ça vient de Pierre, Paul ou Jacques. Et c'est là, dans le roman, qu'on va deviner comment ça se fait que cette malle est là, depuis quand elle est là, et qui est-ce qui a mis dedans des bijoux, et un manuscrit et tout. Et c'est là où tout est
Je dirais que l'histoire part en fin de compte. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Tout part de cette malle. Et c'est vrai que ça rappellera à certains, peut-être d'entre nous, qui sont montés dans un grenier et qui ont trouvé une malle, une valise, et qui se sont dit, je l'ouvre pas, qu'est-ce qu'il y a dedans, l'histoire. Oui. Et là, par chance, elle a une chance, cette jeune fille, c'est que sa grand-mère est encore vivante. Donc elle sait, elle, qui est-ce qui a posé les objets dans la malle et à quelle période. Parce qu'évidemment, la malle, elle est âgée. Mais les objets qui sont dedans ont été posés à une certaine période. Pour tout vous dire, on peut le dire, ça date de 39-45. Ah. Mais comment ça se fait que des bijoux viennent là-dedans et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Voilà. Attention, il ne faut pas trop en dire. Non plus. Il faudra acheter le livre et le lire. Voilà, il faut laisser le suspense. Voilà. Bon, voilà. Eh bien, écoute, merci Gérard. Merci à vous. Gérard. Donc, je rappelle son livre, c'est La malle des oubliés aux éditions L'Esperluette. À Trégnac. À Trégnac, voilà, que l'on peut retrouver, entre autres, sur le stand, sur son stand. Et chez tous les bons libraires. Et chez tous les bons libraires, surtout le meilleur libraire, à la librairie du Parc. Voilà, au pire. Voilà, merci. Merci à vous. Merci Gérard. Tiens, bonne journée. Merci bien. Parfait, chut, ça s'entend. Ça s'entend. Non. Merci Gérard. Et voilà, maintenant, donc, nous accueillons Pascal Anglès. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue. T'as Merci. froid? Tu as froid? Non, ça va. C'est vrai qu'il y a à Vars, on est sur une colline, je vous l'ai dit, hein, donc il y a un petit peu de vent. Un petit peu de vent. Mais on est si bien accueillis, le soleil est dans le cœur des gens. Exactement. Alors, Pascal, elle nous présente sur son stand, son nouveau roman qui s'appelle Des ailes dans l'encrier. Et c'est édité aux éditions Maupassant. Pas Montpassant, mais Maupassant. Des ailes dans l'encrier. Alors, on va faire un saut dans le temps, puisqu'on va aller en 1806. On va faire un saut aussi géographique, parce qu'on va aller dans la vallée de l'Ubaye. La vallée de l'Ubaye, c'est Serponçon, pour faire simple. Et puis, tu vas nous raconter, alors on se tutoie, pardon, hein, on se connaît bien, donc on va continuer à se tutoyer. Elle va nous raconter une histoire qui part de quelque chose d'insolite, c'est qu'à une époque, en 1806, on pouvait louer des instituteurs. C'est extraordinaire ça. Tout à fait. Tu nous racontes ? Tout à fait, oui. En fait, il y avait une foire aux instituteurs et j'ai eu connaissance de cela en faisant une dédicace de mon roman Les petites étoiles des glaciers. Oui. Et quelqu'un de Barcelonnette, c'était à Barcelonnette, il s'est approché de moi et il m'a dit « Est-ce que vous connaissez la foire aux instituteurs ?» dont Victor Hugo parle dans Les Misérables. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai mis dans mon livre cet extrait où Victor Hugo dit « Faites comme les gens du Queyras, louez un instituteur pour vos enfants ». Et il se trouve que ces instituteurs se distinguaient par un chapeau qu'ils portaient avec des plumes. Donc une plume, c'était qu'ils enseignaient à lire, 2 plumes à lire et à écrire, et 3 plumes à lire, à écrire et les sciences. Et donc les paysans se rendaient sur le foirail à la Saint-Martin. Ils louaient les services de cet instituteur qui apprenait à lire et à écrire à leurs enfants. Incroyable. Mais également donnait un coup de main pour les travaux de la ferme. Donc voilà, j'ai choisi de m'inspirer de cette histoire. Et j'ai créé mon personnage, Célestin, qui arrive à Puy-Saint-André, dans un village où il y a un contexte un peu particulier, un peu anxiogène. Oui, le climat est pesant, hein, ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait, Jean-Marie. Oui. Il y a eu des jeunes filles qui ont été assassinées. Et donc, Célestin va arriver dans ce climat. Et la première personne qui va l'embaucher, c'est Édouard Charpenel, dont la femme a été assassinée. Et il va se nouer une amitié entre eux. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Alors, une histoire tout de même assez exceptionnelle et qui sort de l'ordinaire. On va aller louer un instituteur. C'est ça. Non, mais c'est génial. Fou. Voilà. Alors, et j'ai voulu aussi faire sous forme d'enquête policière. Donc, en fait, le lecteur est tenu en haleine puisqu'il va découvrir des personnages hauts en couleur et que Célestin lui-même va peu à peu apprendre à connaître ces gens qui sont des gens au fort caractère. Et que même s'il y a une enquête qui est menée par le brigadier Chancel qui piétine et qui n'avance pas, on va peu à peu comprendre que c'est une histoire de vengeance et qu'il y a des secrets de famille inavouables et donc le lecteur va être embarqué. Voilà. Alors il faudra attendre la 300e page pour tout comprendre. Donc je vous rappelle, merci Pascal. Merci, je vous rappelle le titre de son livre, Des ailes dans l'encrier. C'était Pascal Anglès et c'est aux éditions Maupassant.
mais on va retrouver Merci ton beaucoup. livre sur le stand. Merci infiniment. Merci. Ben, Merci. c'est moi qui te remercie. Bonne journée. Tiens, je te Merci. rends ton livre. Merci. Alors, maintenant, dans un autre registre, on va accueillir un grand sportif. Allez, bonjour Fabien Devilliers. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Tiens. Oui, Pardon. merci. Alors Fabien Devilliers, pourquoi j'ai dit que c'est un grand sportif? Parce que figurez-vous que Fabien, il a fait 3000 km en vélo. Il est parti, il va vous raconter ça, il est parti du pied des Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, ouais. et il a rejoint la Pologne et le camp de concentration de Auschwitz. Et il a voulu raconter son histoire à travers son livre qui s'appelle L'aventure mémorielle. C'est édité aux éditions Montlimousin. Donc, Fabien, raconte-nous, c'est quoi cette histoire de 3000 km et pourquoi avoir écrit quelque chose comme ça? Parce que, pardon, mais tu es très jeune, la guerre de 39-45, oui. C'est loin, les camps de concentration, mais voilà, c'est merveilleux, il va vous raconter ça. Alors, le livre, c'est une histoire d'une rencontre, en fait, avec mon ancien professeur d'histoire-géographie, Jean-Michel Valade, qui a préfacé ce livre. Oui, et c'est lui qui m'a permis de l'écrire, parce que c'était pas du tout mon projet. Mon projet initial, c'était d'abord de faire l'aventure. Oui. Et c'est après cette aventure que Jean-Michel m'a invité pour que je lui raconte. Et il m'a dit, mais écris un livre. Écris-le. Je vais te présenter à mes éditeurs, en l'occurrence Marc et Richard aux éditions Montlimousin. Et donc c'est comme ça que ce livre est né. C'était pas une intention première, oui. mais voilà, à travers ce livre, je raconte cette aventure. Et puis ça a été une belle opportunité aussi de la revivre, de la prolonger d'une autre façon, parce que quand on vit des aventures, finalement, on aime bien quand même les revivre et surtout les partager. Exactement. Et 3000 km en vélo, voilà, si la caméra peut nous montrer, il part des Pyrénées du sud. Gurs, précisément. Gurs, ouais, donc un ancien camp d'internement. Ouais, c'est un camp d'internement. À ne pas confondre, parce qu'il y a une différence avec les camps de concentration et camps d'extermination. Bien sûr. Les camps d'internement, c'est une spécificité de la France non occupée. Et donc il y en a eu beaucoup dans cette France non occupée. Il y en a eu à Nexon, par exemple. Oui, il y en a eu. Il y a l'équivalent de Gurs, ça va être le camp de Rivesaltes, du côté de Perpignan. Donc ce sont des camps dont l'histoire n'est pas forcément très connue ou parfois méconnue, et notamment à Gurs, parce que il y a très peu de vestiges de cette période-là, alors qu'il y a une mémoire très riche. Et d'ailleurs, l'amicale du camp de Gurs, qui m'a beaucoup aidé dans cette aventure, œuvre aujourd'hui à essayer de faire construire un mémorial digne de ce nom, digne de l'histoire du camp de Gurs. Et alors, tout le long de ces 3000 km, tu avais une assistance, tu as été aidé, tu as rencontré des gens Alors, j'ai pas eu d'assistance, c'était vraiment un voyage en autonomie, entre guillemets, puisque j'étais seul avec mon vélo. Mais malgré tout, beaucoup d'assistance, parce que je dormais tous les soirs chez l'habitant, chez des inconnus, génial, et qui m'ouvraient donc leurs portes pour partager un moment, pour partager cette aventure. Et donc j'ai passé des moments formidables avec tout un tas d'inconnus, et c'était un beau message, je trouve, aussi envoyé à la société, qui a tendance aujourd'hui à oublier cette confiance-là, oublier le fait de s'ouvrir aux autres et de faire des choses en commun, de partager des choses en commun. Et j'ai montré, et je pense que c'est aussi l'objet de ce livre, de montrer que on a encore plein d'occasions pour partager des moments. On a aussi, faut qu'on retrouve ce sens de l'hospitalité, ce sens de l'accueil. Absolument, oui. Et c'est toujours possible, même encore dans ce monde où qu'on dit très fermé, très anxiogène, etc. Mais non, c'est encore possible. La preuve en est avec cette aventure. Tu vas bientôt remplacer à la télévision celui qui fait Bienvenue, j'irai dormir chez vous. Non, alors moi, j'ai pas eu ce culot-là, parce que moi j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux qui peuvent être, pour le coup, pareil, on dit beaucoup de mal des réseaux sociaux, mais ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour faire le bien. Exactement. Et ça en est aussi la preuve. Une dernière question qui me taraude, parce que c'est quelque chose que moi aussi j'ai envie de voir. J'ai pas eu encore l'occasion de voir, mais j'ai envie de voir. Quand tu arrives à Auschwitz, ta première impression? Alors ma première impression, c'est les bus de touristes. Ah, quelle horreur! C'est pas du tout en fait le lieu en lui-même, le lieu historique. C'est vraiment ce flux de touristes qui est massif pour le coup. Et c'est pas vraiment le lieu aujourd'hui que je conseillerais. C'est un lieu. Peut-être il faut visiter, ça c'est à chacun de le ressentir. Mais moi, le lieu qui m'a le plus marqué et celui que je recommande d'aller voir, c'est la Maison d'Isieux, au sud du département de l'Ain, qui est un lieu qui est à plein d'égards un lieu admirable et formidable. Malheureusement,
connu et avec une histoire dramatique parce que les 44 enfants qui s'y trouvent en avril 44 sont raflés et immédiatement exécutés. Mais malgré tout, c'est un lieu qui a existé et surtout qui a permis de protéger des enfants. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus beau symbole à envoyer à notre société que de protéger des enfants, quoi qu'il en coûte, des conséquences d'une guerre dont ils n'ont rien à voir et dont il faut absolument les protéger. Absolument. Un très beau discours humaniste. Merci. Et j'espère qu'à Auschwitz, il n'y a tout de même pas les marchands du temple à la sortie. Non. Il y a quand même des gens qui vivent de ce tourisme-là. Après, c'est un débat qu'il faut, je pense, ouvrir entre garder ce lieu ouvert au plus grand nombre, parce que c'est sa vocation. C'est comme ça qu'on transmet l'histoire. Et d'un autre côté, le préserver justement de ces compagnies de tourisme qui en profitent, elles, effectivement. Pour en faire un business. Voilà. Alors pour en savoir plus, pour connaître l'aventure de Fabien pendant ces 3000 km, donc je rappelle le titre, l'aventure mémorielle, 3000 km à vélo de Gurs à Auschwitz. Et voilà, et c'est aux éditions Montlimousin, mais d'ores et déjà, on peut le retrouver dans notre salle des fêtes ici à Constante. Tout à fait. Merci Fabien. Merci Jean-Marie. Merci bien. Tiens. Merci. Et nous accueillons une nouvelle autrice. Bonjour Corinne. Bonjour, installez-vous. C'est Corinne Javelot. Alors Corinne Javelot, elle publie un roman chez Calman Lévy qui s'appelle Les fantômes de Marianne. Alors c'est un roman historique. Là aussi vous allez nous plonger dans le passé puisqu'on va aller au Second Empire. Et puis aussi géographiquement parlant, on va aller dans le Marais Poitevin. Alors comment on mélange, comment on arrive au Second Empire et dans le Marais Poitevin? Expliquez-nous la teneur de votre ouvrage. Alors comment on arrive dans le Marais Poitevin? Eh bien souvent, mes intrigues naissent d'une imagination féconde, puisque j'accepte de laisser cours justement à mon imaginaire assez fertile, donc au fil d'une promenade. Et là, c'était le cas pour le Marais Poitevin, puisque c'est au cours d'une promenade en plate, ces embarcations à fond plat, du Marais, je vois bien, que l'intrigue m'est apparue, m'est venue à l'esprit. J'ai trouvé que le lieu était extrêmement romanesque. Et j'ai aussitôt pensé, mais quelle période de l'histoire pourrait être la plus représentative finalement du Marais tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il apparaît aux visiteurs qui parcourent le Marais Poitevin. Et bien c'est simple, j'ai aussitôt pensé à l'époque de Napoléon III, des grands travaux d'aménagement du territoire. On sait que précédemment, le Marais déjà avait été un peu asséché au XIIe siècle à l'époque des moines, un peu plus tard à l'époque sous le système des polders hollandais, un petit peu plus tard dans l'histoire. Mais le gros des ponts, des écluses, de tout ce que l'on peut voir aujourd'hui date du XIXe siècle. D'accord. Donc à partir de là, j'ai imaginé une famille avec à la tête un ingénieur des ponts et chaussées qui quitterait Paris à l'époque des travaux du baron Haussmann et qui s'installerait justement à Niort, sur les bords de la Sèvre niortaise. Alors évidemment, très bel endroit, c'est magnifique. Ça, très très bel endroit. Donc évidemment, il n'est pas seul, donc il est avec son épouse, avec sa fille Popée qui a 12 ans et la préceptrice. Ce prénom. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Eh bien, seconde épouse de l'empereur Néron, c'était le prénom de. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé qu'il était original et puis que. Comme c'est une personnalité, on va voir, qui sort tout à fait du commun et qui est extrêmement romanesque, ça collait tout à fait. Et elle a un nom de famille extraordinaire parce qu'elle s'appelle Dupuy-Belle. On peut pas trouver mieux. Elle doit être magnifique. C'est très... c'est beau. Oui, absolument. Voilà. Et donc, alors, cette famille installée à Niort avec la préceptrice de Popée, Marianne. Alors, le titre du roman, Les fantômes de Marianne. Alors, ce ne sont pas les fantômes au sens propre, mais au sens figuré, puisque le personnage de Marianne, on va voir, est un personnage tourmenté. Et on verra donc dans les méandres de ce roman que le personnage de Marianne est toujours là, présent, et qui va hanter aussi les cœurs. C'est ce que l'on découvrira aussi à travers ce livre. Alors, on découvre évidemment aussi à travers ce roman l'établissement des villes de Niort et de La Rochelle à cette époque-là. Niort essentiellement tourné vers ses chamoiseries, donc intéressant, le travail de la peau. Toutes les plantes médicinales du Marais Poitevin, et Dieu sait si elles étaient nombreuses et exploitées à l'époque.
Voilà. Et puis en fin de roman, aussi une grande part donc, de la fin du livre qui est consacrée à La Rochelle, à la période où les colons souvent rentraient des Amériques. Ils avaient laissé derrière eux des plantations. Et la ville de La Rochelle a été conçue un peu à leur image, avec les hôtels particuliers. Les hôtels particuliers, donc deux villes très différentes, en fait très proches, mais en même temps très très différentes. Donc l'histoire donne à voir tout cela, et donc c'est intéressant. Oui. C'est aussi un livre, c'est un roman de société. C'est un roman qui donne également à voir sur la condition des femmes, aussi beaucoup. Puisqu'il y a quand même une épouse qui est très soumise. La jeune Popée, on va le voir dans l'intrigue, à un moment donné, elle va être placée au couvent pour des raisons que je ne dévoile pas. Il ne faut pas le dire. Non. Voilà. Donc on va voir par quel biais elle va s'émanciper. Et puis, bien sûr, le personnage très énigmatique de Marianne. Et là, c'est pareil, j'en dirai pas plus sur Marianne, puisqu'il faut que le lecteur le découvre par lui-même. Oui. Puis je crois que vous venez de pas très loin du Marais Poitevin, il me semble. Non. Environ 2 heures de route. Oui, 2 heures de route. Voilà, oui, 2 bonnes heures de route. 2 bonnes heures de route. Et donc, vous nous avez fait le plaisir et l'honneur de venir à Vars pour présenter votre dernier ouvrage. Donc, je rappelle le titre de Corinne Javelot, Les Fantômes de Marianne. C'est édité aux éditions Calman-Lévy. On le retrouve dans toutes les bonnes librairies, bien entendu, dans toutes les bonnes librairies. Surtout sur votre stand, là, dans la salle des fêtes de Vars. Avec grand plaisir. Bien sûr. Merci de ces quelques mots, merci de cet entretien, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, je vous rends votre ouvrage. Merci. Alors, très bien. À donner à Jean-Michel. Donc on accueille maintenant Jean-Michel Valade. Oui, merci. Jean-Michel Valade. Bonjour Jean-Michel. Ça y est, c'est parti. Oui, bonjour. Ah oui, c'est du direct. Il y a pas de... Pardon. Oui, c'est du direct. Alors, Jean-Michel Valade, il est venu nous présenter son dernier ouvrage qui vient juste de sortir, qui s'appelle La France insolite, reflet de la société contemporaine à travers la presse. Ça a été préfacé par Christophe Duchosseau. C'est Chris, oui. Édité aux éditions Montlimousin, qui est un grand partenaire de cette manifestation d'aujourd'hui. Donc, reflet de la société contemporaine à travers la presse. Comment on va dans ce sens? Qu'est-ce que l'on trouve? Alors, il ne faut pas trop en dire. Qu'est-ce que l'on trouve dans votre ouvrage? Alors, c'est un essai qui est à la fois historique et sociologique, puisque je suis parti d'une idée très très simple, c'est-à-dire pourquoi dans la presse écrite essentiellement, mais pas seulement, pourquoi dans cette presse-là, eh bien, il y a une rubrique intitulée « Faits divers » insolite, avec insolite, qui est mise en valeur. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses pertinentes, et si on analyse, si on décortique, on peut se rendre compte que c'est effectivement une radiographie de la société à un moment donné, d'où le sous-titre que vous avez évoqué, à savoir reflet de la société contemporaine à travers la presse. Et donc là, je suis parti sur le début du siècle, le début du siècle actuel, et j'ai pris en considération les titres que j'ai trouvés dans la presse, que j'ai sélectionnés, donc les titres qui avaient retenu l'attention des journalistes. Alors ça peut être marrant, parfois cela l'est un petit peu moins. Et à partir de là, j'ai retravaillé le texte, bien évidemment. Alors, je suis en train de le feuilleter en même temps que vous étiez en train de parler, et je tombe sur des choses. Voilà, ce sont des petits articles qui ont été glanés ça et là dans la presse locale, voire nationale aussi. Oui. Et à la page 95, qu'est-ce que je vois? Ils volent la banderole du comité des fêtes. On est en plein dedans, puis la renvoie par colis signé « Madame, désolé, 1000 excuses ». C'était à Mazérolles en Dordogne. C'est le nom, c'est le nom qui est intéressant. Voilà, Madame, donc, désolé. Il y a eu un petit délit, mais finalement, ça s'est bien passé. Donc, c'est quelque chose d'assez humoristique. Oui. Ouest-France, le 14 mars 2022. Il fuit les policiers et se retrouve... Chez les gendarmes. Voilà, c'est la faute à pas de chance. Il y a une rubrique puisqu'il y a 26 rubriques, c'est l'une des rubriques, effectivement, qui est liée à la notion de chance ou de malchance. Ou de malchance. Bien évidemment. Le Parisien, en août 2022, il reste coincé dans une poubelle en voulant récupérer son portable. Les pompiers interviennent. C'est plein de petites anecdotes de ce genre, c'est merveilleux, ça se lit
Voilà, formidable. Oui, on peut picorer. Oui, on peut picorer, hein, on peut picorer. Autre chose qu'on peut dire sur cet ouvrage? Alors, cet ouvrage, donc, il y a 26 chapitres, 26 rubriques qui sont toutes présentées. C'est-à-dire que j'ai fait une présentation d'ensemble et puis il y a une solide, si je puis employer ce terme-là, introduction et une solide conclusion. Et puis, je tiens à préciser que la préface est de Chris Dussuchot, qui est journaliste, qui a été chef de service au Populaire, donc du centre, chef de service culture, des pages culture, et qui a fait une préface vraiment décalée. C'est pas le type de préface que l'on a l'habitude de lire. Et donc, j'en suis très heureux et très honoré. Donc voilà, c'était l'ouvrage de Jean-Michel Valade, de la société contemporaine. Je vous le recommande. Il y a plein d'anecdotes, de choses extraordinaires, c'est vraiment insolite. C'est insolite, effectivement. Alors on retrouve aux éditions Montlimousin, dans les librairies, et puis sur votre stand aujourd'hui, et puis dans d'autres salons, bien entendu. Merci Jean-Michel. Merci. Merci. Alors, on va accueillir un grand personnage de Vars, connu presque dans le monde entier, Jean-Paul Malaval, pardon, Jean-Michel Valade, c'était le précédent. Alors Jean-Paul Malaval, c'est l'enfant du pays, hein, c'est l'enfant du pays, il est varsois. On se connaît bien, donc on va se tutoyer. Tu as exercé plusieurs fois la fonction de maire de ce beau village, 3 fois je crois. Oui, j'ai fait 3 mandats ici. 3 mandats. Ouais. Et on a tous ces aménagements, là, y compris la salle des fêtes. Voilà. C'est à l'époque de mes mandatures. Oui. Mais j'étais bien entouré. Oui, il faut être bien entouré, c'est comme tout. Hein. Ouais, oui. On a les idées, mais il faut être bien entouré. Et puis il faut trouver l'argent. Il faut trouver ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors Jean-Paul, il nous présente son dernier ouvrage, ça s'appelle Par un étrange été à Marteline. C'est aux éditions Kalman-Lévy. Et là, on va faire un saut sur les bords de la Dordogne. Tu nous emmènes là sur les bords de la Dordogne, nous raconter une histoire où un père est en quête de vérité. C'est ça. Alors j'ai appelé Par un étrange été à Marteline, et Marteline c'est Martel, mais j'aime pas nommer les lieux parce que les gens font parfois des identifications qui ne sont pas nécessaires. Oui. Moi je crée des lieux imaginaires, des histoires imaginaires. Oui. Je fais du roman intégral. Et donc c'est en 1995, ça s'est passé en 1995 dans mon récit. C'est un type de Paris qui a perdu sa fille 1 an plus tôt. On lui a dit qu'elle avait fait une chute d'une falaise au bord de la Dordogne et qu'elle était morte ainsi. Et il a jamais très bien accepté cette idée de mort. Il a fait une sorte de rejet de la réalité. Et là, il s'est dit, je vais quand même aller sur le lieu où finalement elle a terminé sa vie. Il avait essayé de comprendre. Et il a un copain qui est un ancien commissaire de police, qui est mis en disponibilité pour des tas d'autres raisons, et qui par curiosité et par amitié, parce que l'amitié ça fait faire plein de choses parfois, qui va enquêter et qui va retrouver le dossier de sa fille et qui va lui rentrer en contact avec lui et lui expliquer que finalement cette mort n'est pas très naturelle, que l'autopsie a été bâclée. Et donc il sème le doute. Lui, il refuse de le croire. Bien sûr, je pense qu'on doit refuser systématiquement de croire une chose pareille. Ça, c'est terrible. C'est le point de départ de mon roman. Et le personnage, justement, ce Parisien qui va s'installer un peu dans ce village. Et il va rencontrer tous les gens qui sont, pour savoir s'il peut recueillir quelques renseignements. Et il y a des fausses pistes comme ça qui s'engagent. Et il y a des personnages assez hauts en couleur. Il y a une dame, par exemple, qui se cache dans une grande maison bourgeoise parce qu'elle veut échapper à un pervers narcissique. Et cet homme lui écrit une lettre tous les 2-3 jours. Et ces lettres, elle les garde dans l'entrée de sa maison, elle ne les ouvre pas. Et en face, elle a une dame qui est très, très, très catholique
et qui essaie d'entrer en relation avec elle, parce que, bon, elle est curieuse, elle regarde toujours derrière ses volets sur ce qui se passe, et elle va venir la voir et va lui piquer ses lettres. Quelques-unes de ses lettres, c'est-à-dire elle va rentrer par infraction dans la vie de cette autre personne. D'accord. Ça, c'est un des aspects, on part comme ça dans plein de directions. Et il y a aussi des jeunes qui sont là, qui passent leur temps à monter une pièce de théâtre de Václav Havel qui s'appelle La fête en plein air. C'est une de ses premières pièces, puisque Václav Havel a été président en Tchécoslovaquie, et qui est un grand dramaturge. Oui. Plus. Sacré destin tout de même. Oui. Sacré destin. Et comme il y a à Marteline une superbe halle qui existe à Martel, d'ailleurs, c'est cette halle que j'ai pris comme lieu dans mon roman, et ils vont essayer de monter cette pièce-là. Et ils sont accueillis justement chez cette femme qui essaie d'échapper comme au pervers, ce fameux pervers narcissique. Donc voilà, il y a toute une faune comme ça, et par ailleurs, il y a un jeune homme qui élève des chevaux, parce qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il loue des chevaux parce que les gens en ont marre de marcher. Faire finir en balade vers... et lui, il est soupçonné parce que juste avant que cette jeune femme disparaisse, il a passé la nuit avec. Ah. Et alors, c'est pas parce qu'il a passé la nuit avec qu'il a assassiné. Non, voilà. Mais il faut il faut laisser le suspense. Alors après, ma foi, écoutez, si les gens ont été jusque-là dans mon roman, ils verront bien. Ils verront bien. S'ils ont envie. Exactement, il faut aller plus loin. Donc merci Jean-Paul de cet entretien. Je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, donc Par un étrange été à Marteline. C'est édité aux éditions Calman-Lévy. Je voudrais juste rajouter une chose. Je ne sais pas qui te fait les couvertures, mais tous tes livres ont absolument des images magnifiques. Et je trouve que celle-là donne vraiment envie d'ouvrir ton ouvrage. Tu vois. Elle est belle, elle est vraiment très très belle. Là, j'avoue que j'y suis vraiment pour rien. Oui, c'est l'éditeur. J'écris le texte, après, ma foi, l'éditeur, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, oui. Voilà. Très bien. Donc on retrouve cet ouvrage sur ton stand à l'intérieur de la salle des fêtes. Oui. Sinon, dans une librairie qu'on connaît bien tous les deux, à Obja, à la librairie du Parc. Entre autres. Et puis sur d'autres salons, parce que je sais que tu fais beaucoup de salons. J'en fais quelques-uns, oui. Tout à fait. Merci Jean-Paul de cet entretien. Merci de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie. À très bientôt. À tout à l'heure. Oui. Tiens. Alors, nous accueillons maintenant Jean-Guy Soumy. Et Jean-Guy Soumy, eh bien, il publie son dernier roman aux éditions Presse de la Cité. Et ce roman s'appelle Les Guières brisées. Là aussi, comme je disais tout à l'heure pour Jean-Paul, vraiment une très très belle image. C'est donne envie d'ouvrir ce roman et de l'écrire. Alors, Jean-Guy, vous nous emmenez, vous, au XVIIIe siècle, et vous allez nous parler du destin d'une jeune femme, mais alors une jeune femme un peu particulière, parce qu'elle est vraiment très en avance sur son temps. Racontez-nous, en quelques mots, cette histoire singulière de la jeune Anthea. Eh bien, Anthea est une jeune fille même qui est une enfant des Lumières, c'est-à-dire qu'elle pense que la science, la liberté peuvent émanciper les hommes et les femmes. Je rappelle, on est au XVIIIe siècle. Hein. On est au vous vous rendez compte ? Oui, oui, c'est ça. On est en 1788, à la veille donc de la Révolution française. Et elle est passionnée, grâce d'ailleurs à son père qui l'a initiée à cette passion, elle est passionnée par la botanique. C'est une botaniste. D'accord. Et les autorités voudraient la cantonner dans des activités sur les plantes, mais des activités, si vous voulez, d'apothicaire en quelque sorte, alors qu'elle veut étudier les plantes pour elle-même. Cette jeune fille, eh bien, est à la fois issue de la grande bourgeoisie aristocratique de Bordeaux, dans le commerce, et également d'un lettré, son père, qui vit donc à côté, on va dire, pour faire simple, vers la Dordogne. Et c'est la rencontre d'Anthea, qui est donc une jeune fille très évoluée,
avec Étienne de Corsieux, qui lui appartient à la noblesse de Vert. Et la noblesse de Vert, eh bien, c'est une noblesse, c'est une aristocratie qui a reçu le privilège de souffler le verre, de produire des aiguères en particulier, mais des verres, des flacons, des vases, sans déroger, c'est-à-dire sans perdre ses prérogatives. L'aiguière, c'est quoi exactement? L'aiguière, c'est une sorte de vase dans lequel, par exemple, on met le vin avant de le servir. Comme une carafe? C'est comme une carafe. Comme une carafe. C'est une carafe. Peut-être plus effilée? Oui, c'est plus ouvragé, en fait. Plus ouvragé. C'est plus ouvragé. Et donc, ce jeune homme appartenant à la noblesse de Vert, hein, comme on l'appelait, eh bien, lui est plutôt tourné vers le passé. C'est-à-dire que autant Antea pense qu'elle existe en tant que femme et qu'individu, autant lui, il pense qu'il existe en tant que membre d'une lignée. Et c'est l'affrontement entre ces deux visions du monde qui va finalement déboucher sur une histoire d'amour, mais qui au départ n'était pas évidente, puisque les représentations qu'ont ce jeune homme et cette jeune fille de la vie sont assez diamétralement opposées. D'accord. Ça donne envie de... Ça donne envie de... Voyez. Encore? Ah non, il est 15h, mesdames et messieurs, voilà. Pour si jamais vous n'avez pas de montre. Donc merci de cet entretien. Je rappelle donc le dernier ouvrage de Jean-Guy Soumy, L'aiguière brisée, aux éditions Presse de la Cité, les Presses de la Cité. On va le retrouver sur son stand dans la salle des fêtes, bien entendu, dans toutes les bonnes librairies. Et une belle histoire sur une jeune femme, bien en avance sur son temps, puisque, je vous rappelle, ça se passe au XVIIIe siècle. Donc la condition des femmes était déjà très, 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 très compliquée à cette époque. Merci Jean-Guy. Merci bien. Merci. Et nous allons accueillir maintenant, tenez, notre ami Gilbert Borde. Bienvenue Gilbert. Bonjour. Bonjour. Alors Gilbert, allez, installez-vous. Il fait particulièrement bon. Il fait bon, hein? Ah, c'est vivifiant. Là, depuis tout à l'heure, on sent bien le froid. Alors Gilbert, lui, il a fait beaucoup de route pour venir nous voir, donc mille merci d'avoir participé, à cet événement. Et il vient nous présenter son tout dernier ouvrage, mais l'encre est à peine sèche. Absolument, il y a 2 jours qu'il est sorti. Oui, il y a 2 jours qu'il est sorti. Ça s'appelle Docteur Mouche. C'est sous des éditions Les Presses de la Cité. Et Gilbert, vous nous emmenez en Haute-Corrèze, dans la vallée de la Vézère. Qu'est-ce qui se passe là-haut dans la vallée de la Vézère, en Haute-Corrèze? La vallée de la Vézère est un endroit que j'aime particulièrement et où j'ai beaucoup pratiqué la pêche à la mouche. Ah oui. Et donc c'est un hommage que je veux rendre dans ce livre, à travers le roman, à cette rivière magnifique de la Vézère, qui est un torrent, et à cette merveilleuse activité qu'est la pêche. D'accord. La pêche à quoi? La pêche à la mouche. À la mouche, hein, ah c'est oui, ça, oui. Hein, voilà. On pêchait la truite. D'où le titre, Docteur Mouche. D'où le titre Docteur Mouche. C'est l'histoire d'un médecin qui a vraiment existé d'ailleurs, mais j'ai un petit peu transformé sa vie, évidemment. C'est l'histoire d'un médecin qui avait une passion dans sa vie, la pêche à la mouche. Et il lui arrivait parfois, et je suppose que là où il est, ça lui sera pardonné, d'abandonner un peu ses patients quand la saison était bonne pour aller pêcher la truite. D'accord. Et donc vous allez nous raconter cette histoire? Non, c'est pas l'histoire de cet homme. C'est une histoire que j'ai entièrement inventée. Oui. L'histoire du docteur Mouche, qui est un notable dans un village qui s'appelle Saint-Martin-sur-Vézère et qu'on peut situer n'importe où entre Traignac et Userche, si l'on veut. Oui. Donc, belle distance. Pardon? Belle distance. Oui, voilà. Oui. Et donc, ce médecin qui est un notable du village, dans la famille, qui est le maire, et on considère un peu la mairie comme un bien héréditaire dans cette famille, et il est accusé, en début de mon roman, on sait qu'il a été accusé d'avoir tué une femme qui était sa maîtresse. Ah. Il est accusé, il est emprisonné, mais comme il n'y a pas de preuves formelles, on commence à se demander et à penser qu'il est peut-être innocent. Et c'est toute l'histoire. Et c'est toute l'histoire où on va justement découvrir
ce docteur Mouche, qui, ayant été emprisonné un certain nombre d'années, mais comme il n'y avait aucune preuve irréfutable de sa culpabilité, et à cause de sa très bonne conduite, il a été libéré au bout de quelques années, et il est retourné dans son village où ce notable, ce fils de notable, qui était lui-même notable, est devenu une loque humaine, un alcoolique qui est ivre du matin au soir, la verrue du village. Parce que dans le village, bien sûr, quand on fait partie du peuple des gens humbles, on se dit, le fils de famille, le fils du dominant, accusé, pourquoi ? C'est pas si mal que ça. Et peut-être qu'on n'a pas pris sa défense comme il fallait quand c'était le moment. Voilà. Très bien, merci. Donc je rappelle votre ouvrage, Docteur Mouche, c'était Gilbert Borde, et ça apparaît depuis 48 heures aux presses de la Cité. Donc on est ravis d'avoir la primeur de la sortie de votre roman, Le Docteur Mouche. Très passionnant, ça donne envie, là aussi, hein, quand on regarde la couverture, ça donne envie de l'ouvrir. Mais c'est vrai, l'encre est à peine sèche. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilbert. Tenez votre livre. Pensez bien au micro. Ici. Oui. Alors, après Gilbert Borde, nous accueillons Nicole Chappe. Alors, Nicole Chappe, elle fait paraître deux ouvrages, enfin un ouvrage récent qui s'appelle Du Limousin à Paris, la vie d'une créatrice de mode, n'est-ce pas? C'est un roman qui se situe dans la mode et vous allez raconter l'histoire d'une jeune femme qui crée des robes, qui crée des vêtements. Et puis après, on parlera d'un autre recueil que j'ai souhaité mettre aussi en avant. C'est un recueil pour enfants, de contes. Hein. Mais déjà, Nicole, c'est quoi cette créatrice de mode? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle fait? Racontez-nous. On part d'une jeune fille, enfin d'une petite fille, oui, qui est née dans une famille de paysans. Oui. Et elle a des frères qui sont très costauds, qui travaillent la terre, et elle est toute maigrichonne. Elle s'appelle Ami. Elle s'appelle Anne-Marie, mais tout le monde l'appelle Ami. Ami. Voilà. Et donc, elle dénote un peu dans cette famille parce qu'elle rêve beaucoup. En plus, elle est rousse et à l'école, beaucoup se moquent d'elle, comme des enfants peuvent le faire. Bien sûr, bien sûr. Et bon, elle adore dessiner, en fait. D'accord. Elle n'aime pas... Enfin bon, elle aime l'école, mais sans plus. Elle aime beaucoup dessiner. Et elle finit professeure de dessin. Et là, elle devient une superbe jeune fille, rousse, flamboyante, très jolie et très créatrice. Et elle dessine effectivement des modèles, mais hélas, elle se fait voler par des gens peu scrupuleux, certains de ces modèles. Ça arrive parfois, mais bon, ça, malheureusement. peu importe pour elle, à la limite, elle est professeure de dessin. Voilà. Et un jour, elle va rencontrer une personne, un jeune garçon, qui va, pour elle, aller démarcher des magasins, enfin des couturiers. Des couturiers. Et qui vont l'embaucher. Mais en fait, ils vont l'embaucher dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elle dessinera, mais elle sera toujours professeure. Elle ne voudra pas qu'on la mette en avant. Oui. Voilà. Et vers la fin du roman, elle va inventer un produit, enfin un article de mode, qui va faire sa fortune, en fait. D'accord. Mais toujours, elle restera dans l'ombre. Oui. Et donc, c'est vraiment, elle est partie du Limousin pour aller à Paris. Donc, je rappelle le titre, du Limousin à Paris, la vie d'une créatrice de mode, de Nicole Chappe. Et le deuxième livre dont je voulais qu'on parle, c'est un recueil de contes pour enfants. Ça s'appelle Recueil de contes, tout simplement. Ouais. Et voilà, il y a des petites histoires, des contes pour les enfants qu'on nous-mêmes on peut lire si on est resté un grand enfant. Et qu'on peut raconter, raconter aux enfants, ou ils peuvent le lire eux-mêmes. Le soir, avant d'aller se coucher, on ouvre. Voilà, ça s'appelle Recueil de contes et c'est aux éditions 5 Sens, hein, c'est ça. Voilà. Donc on retrouve ces deux ouvrages sur votre stand dans la salle des fêtes. Merci Nicole de cet entretien. Merci. Voilà. Alors, après Nicole, Liliane Fauriac. Bonjour Liliane. Bonjour. Installez-vous, installez-vous.
Alors, Liliane Fauriac, elle nous présente un roman, on peut dire ça. C'est un roman, mais un roman vrai. Hein, un roman vrai. Un roman vrai. Ça s'appelle Les mains d'Anna. C'est édité aux éditions Montlimousin. Et alors, vous nous racontez l'histoire d'Anna Desbordes à la fin du 19e siècle. Les mains d'Anna. Mais pourquoi les mains d'Anna? Qu'est-ce qu'il y a dans les mains d'Anna? Racontez-nous. Alors, dans les mains d'Anna, il y a énormément de magnétisme, énormément de pouvoir. Oui. Anna était une petite paysanne du Limousin, donc née dans une famille nombreuse à la campagne, n'étant jamais allée à l'école, gardait ses moutons, ses vaches, cultivait la terre avec ses parents. Et puis, un beau jour, à l'âge de 22 ans, il lui est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire, je dirais presque de miraculeux, dans le sens où elle a eu la révélation d'un don de guérison qu'elle possédait. Voilà. Et dans un premier temps, elle a plutôt été effrayée par cette révélation. Elle n'y croyait pas, elle ne voulait pas y croire. Parce que ça doit surprendre, c'est effrayant. Et puis il se trouve qu'elle a contracté, comme c'était très répandu à l'époque, la tuberculose. Oui. Et elle s'est auto-guérie. Ah, parce que ça c'est possible, on peut s'auto-guérir en tant que guérisseuse. C'est ce qu'elle a raconté, c'est ce qui s'est produit. Ah oui. Et à la suite de ça, eh bien, elle a fini par accepter ce don et par l'exercer. D'abord dans sa famille, elle a guéri son fils aîné de 2 ans de je crois bien que c'est la tuberculose aussi, d'une maladie incurable. Elle a guéri son mari et puis petit à petit, de bouche à oreille, ça a fait boule de neige et elle a eu énormément de clientèle, mais vraiment, elle a soigné et guéri beaucoup de monde, tant et si bien que la médecine traditionnelle lui a intenté un procès qu'elle a gagné, bien sûr, puisqu'elle ne demandait pas d'argent. Oui. On parle tout de même de 800 000 personnes guéries. Et alors, chose extraordinaire, c'est que du Limousin, ça traverse l'Atlantique parce qu'elle a eu une renommée tout de même internationale. Oui, tout à fait. Pas resté. Tout à fait. Alors, le bouche à oreille, la presse, beaucoup les journaux. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas Internet, évidemment. Oui. Je rappelle, on est à la fin du 19e. C'est ça. Et elle a été demandée pour intervenir aux États-Unis. On lui offrait le voyage et tout. Incroyable. Bien sûr, elle n'y est pas allée. Ah, elle n'y a pas été. Mais elle a comme... Bon, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est ce magnifique destin de femme qui a consacré toute sa vie aux dépens de sa vie familiale, de sa vie privée, toute sa vie à soigner l'humanité jusqu'à l'épuisement. Puisque malheureusement, elle est décédée épuisée, vraiment par... Mais c'est souvent que j'ai entendu dire que des guérisseurs, des guérisseuses, le fait de pratiquer cette médecine, ça les épuisait, parce qu'ils pompent, c'est ça, exactement. C'est ça. Ils reçoivent le mal des autres. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Puisque j'ai travaillé pour écrire ce livre avec sa petite fille, qui m'a énormément appris sur sa grand-mère, sur le parcours de sa grand-mère. Et surtout qui a validé. Qui a validé votre écrit. Ça n'a pas été simple, mais elle l'a validé. Mais elle l'a validé. Chapitre par chapitre. Chapitre par chapitre. Et elle vous a fait une très belle préface. C'est vraiment, de l'avoir lu, c'est vraiment très sympa, de sa part. Et c'est vrai que c'était pas simple, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé d'écrire, et ça n'a pas marché. Beaucoup ont été tentés d'écrire sur elle. Félicitations Liliane. Merci. Donc je rappelle, je vous encourage vraiment à lire, c'est extraordinaire ce destin. On part fin du 19e siècle en Limousin et on traverse l'Atlantique, on guérit 800 000 personnes. Les mains d'Anna, Les mains d'Anna, et c'est aux éditions Montlimousin. Merci Liliane de cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, maintenant, Georges Patrick Glaise. Attends, il faut m'installer. Ah, il faut s'installer. Mais une fois qu'on est dessus, vous allez voir, après ça va très bien. C'est fort parce que moi, je suis un peu sourd derrière. Je vais prendre le livre. Si vous tu le veux? Non, oui, je le veux, oui. D'accord. On va le montrer à nos spectateurs. Alors, vas-y Nicole, fais une photo. nous recueillons le livre de Georges Patrick Glaise qui s'appelle La dernière traque. C'est un roman
qui est publié aux éditions Calman Levy. Et alors là, chose bizarre, on a tous été plus ou moins un jour dans une déchetterie, et votre héros, il va dans une déchetterie, il trouve quoi? Un ordinateur. Et cet ordinateur, eh ben, ça va lui compliquer un petit peu la vie, je crois. Un petit peu, oui, légèrement. Allez, disons, parce que cet ordinateur contient des secrets d'état militaire, et il se trouve avec une bande de tueurs russes aux trousses. Et toute l'histoire, cette histoire d'une fuite éperdue vers les Pyrénées, vers un village paumé de la haute montagne, où un groupe de pépés, oui c'est ma région, où un groupe de pépés et de mémés vont les aider à liquider les uns après les autres les tueurs à gages, à la manière un peu, en fin de compte, des tontons flingueurs. Donc c'est raconté avec beaucoup d'humour, mais ça représente une histoire qui est sur des bases réelles, à savoir tout le monde de l'espionnage qui existe dans l'aéronautique aujourd'hui pour la possession et le contrôle des secrets d'État. Exactement. Donc c'est un roman d'actualité, c'est un thriller rural qui vous conduit sur les pistes des Pyrénées avec beaucoup d'humour, de suspense et de mystère. Comme quoi, même dans les Pyrénées, il peut y avoir des espions, Parfaitement. Des James Bond en herbe. Bien, donc ça s'appelle La Dernière Traque, c'est aux éditions Calman Levy, mais vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait cet entretien, qu'il allait y avoir un prochain roman. Oui, vous étiez là, pratiquement, il est terminé. Il est terminé. Les chez l'éditeur est en préparation. Le prochain roman s'appelle Comme une odeur de gentiane, et il se passe sur le plateau des 1000 vaches, et il sortira en septembre, chez Calman Levy bien sûr, et je pense qu'il sera présent à la foire du Livre-Brive sans aucun doute. Sans aucun doute, oui, foire du Brive qui aura lieu au mois de novembre. Au mois de novembre, tout à fait. Voilà, Comme une odeur de gentiane sera, je pense, à l'honneur. Oui, oui, tout à fait. Mais là, par contre, ça se passe, votre prochain roman ne se passe pas dans votre région. Non, il se passe à Mémac. Ça se passe à Mémac. Exactement, en pays limousin. En pays limousin. Voilà, et en 1964. D'accord, très bien. Donc voilà. Par contre, on peut trouver La Dernière Traque sur le Salon du Livre de Vars, dans les librairies, bien entendu. Toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Et c'est édité aux éditions Calman Levy. Merci Georges Patrick. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Hop. Comment je me pose là? Oui. Ça va, ça passe bien le son? Si. Et alors? Alors, peut-être l'Ariège. L'Ariège. 2 mots sur l'Ariège, parce que je crois que ça vous tient à cœur. Votre région, l'Ariège. Une belle région? Une belle région. Prenez le micro, prenez le micro. L'Ariège, ça ressemble à la Corrèze. Oui. Un peu plus montagneux, des gens qui sont identiques, des paysans souvent, voilà, comme en Corrèze, un peu têtus, comme chez nous. Mais qui ont le cœur sur la main. D'accord. Également, voilà. Très bien. Voilà, je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil à l'Ariège avant de vous laisser partir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va laisser la place à Sylvie Baron. Bonjour Sylvie. Ah, elle a pris 2 livres, Sylvie. Ah, ils vont ensemble, d'accord. Oh oui. D'accord, très bien. Allez, installez-vous Sylvie. Et donc on va parler... Alors, Sylvie Baron, c'est bizarre, elle nous a écrit un livre sur la laine et le crime. Elle a mélangé tout ça, elle nous en a fait un roman qui se passe dans un tout petit village dans le Cantal. Mais c'est quoi? Comment il peut y avoir dans un club de tricot un crime? Expliquez-nous ça. C'est la même chose que chez vous. En fait, vous avez le Rosax là en face. Oui. Eh bien moi, j'ai imaginé un lieu de vie, un lieu multiservice, un bar. D'accord. Qui s'appelle le bar La Grenouille. Ah, La Grenouille, d'accord, oui. Où se retrouvent plusieurs personnages. Oui. On a une femme de ménage, on a une coiffeuse, un chanteur d'opéra qui est au chômage et un retraité des postes qui tricote, mais qui surtout bavarde et s'occupe de résoudre tous les problèmes du village. C'est vrai que dans ces clubs, on discute beaucoup. Hein. C'est une série. Dans le premier, on a un projet de carrière de diatomite, qui est un vrai projet en plus qui existe dans le Cantal, sur une zone Natura 2000. Oui. On a retrouvé l'hydrologue empoisonné, donc les tricoteurs vont mener l'enquête. D'accord. C'est celui-là, c'est le premier? C'est celui-là, oui, un autre bien encombrant. Voilà, tout à fait. donc c'est le premier volume, un autre bien encombrant. Et dans le deuxième, il y en aura d'autres. Oui, c'est bien. Le but étant de faire une série pour la télévision d'ailleurs. Oui. Donc le deuxième, ça s'appelle Une affaire de cœur. Oui. C'est un couple de jeunes marginaux qui décident de se suicider parce qu'à cause de l'éco-anxiété actuelle, seule
La femme saute au-dessus du belvédère, lui il est rattrapé par un groupe de scouts et finalement on se demande si ce n'est pas un meurtre déguisé en suicide. Finalement. Mais heureusement les tricoteurs sont là pour mener l'enquête. Oui. Et en fait les tricoteurs ce sont mes lecteurs parce que moi j'aime jouer avec les lecteurs. Et ce que je cherche avant tout c'est de leur donner des petits cailloux, de les perdre un peu et puis pour qu'ils se retrouvent à la fin. Qu'ils se retrouvent à la fin, voilà. Donc les 2 premiers volumes sont sortis, bientôt le 3e? Oui, en octobre. Il est en cours? En octobre. Ah oui, et puis il y en aura un autre il est fini ou il est prêt à imprimer? Fini, il est déjà chez l'éditeur. Oui. Ça s'appellera comment? Ça s'appellera Un Noël semé d'embûches. Oh, et toujours chez les tricoteurs. Toujours chez les tricoteurs. Toujours chez les tricoteurs. Comme quoi le tricot mène à tout. Le tricot mène à tout et même au crime. Hein, d'accord? Tout à fait. Merci Sylvie. Au crime douillet. Au crime douillet, voilà. Merci Sylvie. Donc je rappelle, c'est Les Petits Meurtres du Tricot Club. C'est une série. Il y en a. Tout à fait. Là, il y en a 2. On peut les lire indépendamment. Oui, mais bon. Oui, c'est ça. On retrouve les mêmes personnages, mais on peut les lire indépendamment. Voilà. Donc, les 2 sont présents. Le 3e au mois d'octobre. Tout à fait. Eh bien, vous viendrez nous le représenter, présenter l'année prochaine. Le Cantal viendra encore. Le Cantal viendra. Très bien. C'est aux éditions Calman Lévy. Belle couverture, hein? Ah ouais. J'aime bien. C'est très joli. C'est visuel. Hein, et ça donne de l'humour. Et ça donne de l'humour. Bah oui. Très bien. Merci Sylvie. Merci à vous. Je vous rends vos ouvrages. Et merci bien. Merci. Alors, nous en avons fini avec les écrivains, puisque, je vous le disais en introduction, nous avons 13 écrivains qui sont présents, qui présentent leur ouvrage. Et puis, j'ai organisé avec Guy Moignard. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Marie. Jean-Marie. Oui, mais c'est pas grave. Bonjour Jean-Marie. Guy Moignard qui nous vient du Puy-de-Dôme. Et Guy, vous voyez, il a une règle. Pourquoi il a une règle? Parce qu'il nous présente une exposition absolument fabuleuse sur l'école de 1900. Donc là, ça nous renvoie dans notre passé. Enfin, quand je dis 1900, c'est les années 1900. Parce qu'il y en a, c'est pas très vieux tout de même. Et je vais lui laisser la parole. Donc Guy, en quelques mots, qu'est-ce que vous nous présentez sur cette école 1900? Oui, bonjour à tous. Eh bien, je fais partie des collectionneurs d'Auvergne. On est une cinquantaine à être motivés par la passion de préserver le patrimoine. Et donc, dans mon cas présent, moi, c'est tout ce qui tourne autour de l'école, 100 ans d'école, entre 1860 et 1960. Et plus particulièrement, donc, les récompenses. Alors, donc, surtout remettre en valeur toute la vie des écoliers des générations précédentes qui ont appris à lire, à compter, à écrire et qui respectaient leurs instituteurs en apprenant l'instruction civique, la morale. Et donc, voilà, donc c'est plus le côté récompense qui allait donc du bon point, oui. En passant par les images, les billets d'honneur, la croix du mérite scolaire, pour finir à la grande cérémonie de distribution des prix. Voilà, qui avait lieu, qui était solennelle et qui consistait donc à la remise des diplômes de certificats d'études, de brevets et donc aussi du bac. Enfin bon, surtout de certificats d'études. Et donc qui faisait l'honneur, bien entendu, de toute la famille. Et donc, et en même temps, il y avait la distribution de livres aux élèves les plus méritants. Donc voici un très bel exemple. Un très bel exemple, oui, avec là aussi de très belles couvertures, un beau design, beau, et puis à l'intérieur, voilà, des livres qui étaient remis aux élèves avec de très belles gravures. Et on voit qu'ils en prenaient soin. Ils en prenaient soin. Oui, le livre avait une grande valeur à cette époque-là. Oui. Alors, en plus des livres, si vous me permettez, c'est que dans cette salle des fêtes, donc il y a tout un tas de documents, mais tout autour de la salle des fêtes, il a été installé des diplômes, des certificats d'études, des baccalauréats, des récompenses. C'est très beau, c'est magnifique, c'est une calligraphie exceptionnelle. Et donc on peut voir ça dans la salle des fêtes. Je suis passionné par effectivement cette représentation qui est très visuelle et qui, historiquement parlant, permet de voir que dans toute la France, il y avait vraiment cette dynamique de récompenser donc, les bons élèves. Quoi. Oui. Voilà. Donc je vous encourage à venir voir
cette très très belle exposition. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai trouvé que ça matchait bien avec les livres, avec les écrivains, l'école, la lecture, tout ça. Donc on peut voir ça dans la salle des fêtes. On pourra vous retrouver dans d'autres villes. Voilà, on saura où vous retrouver. Mais merci. En conclusion, moi je veux te remercier. Je veux vous remercier, de m'avoir invité, qui m'a permis de retrouver Jean-Paul Malaval, qui est un de mes auteurs préférés. Ah, très bien. Et j'aimais aussi beaucoup Michel Perramort, le regretté, malheureusement, qui faisait des récits historiques fabuleux. Oui, absolument. Voilà, merci. Merci Guy d'avoir accepté et on se retrouve tout à l'heure. Merci, vous pouvez poser le micro. Eh bien, chers téléspectateurs, comme vous avez pu le voir, un mélange des genres. Déjà, il fait très froid. Il fait très froid. J'ai mon ami Richard là, qui est à la régie, qui est frigorifié aussi. Comme vous avez pu le voir, c'est un mélange des genres. Roman du terroir, roman historique, des témoignages personnels comme avec Fabien. Alors, cette journée littéraire est organisée par le comité des fêtes de Vars-sur-Rosée en relation et en partenariat avec la librairie du Parc et Corrèze Télévision. Alors le comité des fêtes de Vars, il fait plein de choses. Il fait des fêtes traditionnelles, marché de Noël, marché de l'automne, etc. On fait aussi venir des troupes de théâtre, on fait un salon littéraire. Donc je voudrais remercier les auteurs déjà qui nous ont fait l'honneur et la joie de venir passer la journée avec nous. Remercier aussi Chantal du restaurant Le Rosé qui nous a concocté à midi un superbe déjeuner, et aussi qui, grâce à elle, on a pu avoir une connexion internet puisqu'on s'est branché directement chez elle. Je voudrais remercier aussi les éditions Montlimousin qui aident dans la sélection des écrivains. Le conseil départemental de la Corrèze qui m'apporte un soutien indéniable pour qu'on puisse organiser cette journée. Josie Paillet de la librairie du Parc, mais vous l'avez vu tout à l'heure au démarrage de l'émission. Un grand merci à Richard qui est en train de Corrèze Télévision à la régie, qui est comme moi aussi frigorifié. Donc merci Richard. Merci à Gérard que vous avez vu apparaître peut-être voilà, et qui apportait les ouvrages et qui conduisait les auteurs pour cette interview. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et puis je vous donne rendez-vous certainement l'année prochaine pour une nouvelle édition. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation.